Le Prince de Bel-Air n'était pas qu'une simple sitcom sur le choc des cultures. C'était l'histoire d'un rappeur ruiné engagé pour rembourser le fisc, d'une querelle si toxique qu'elle a brisé des carrières, et d'une danse née de l'observation de jeunes hommes blancs maladroits. Le tournage d'une scène a même nécessité une véritable thérapie. Une autre actrice faisait du playback, et cette vie-là vaut plus de 20 millions de dollars. Voici 20 anecdotes insolites sur le Prince de Bel-Air. En bonus, une scène coupée tellement controversée que NBC l'a enterrée et a fait comme si cette version n'avait jamais existé. Attention, cette histoire prend une tournure sombre. Will Smith a été choisi pour le rôle parce qu'il devait 3 millions de dollars au fisc. Certaines divas sont encore plus exigeantes. Mais voici une petite anecdote sur mon DJ. Will Smith ne cherchait pas à devenir acteur quand le rôle du Prince de Bel-Air est entré dans sa vie. C'était un rappeur à succès, membre du duo DJ Jazzy Jeff et The Fresh Prince, avec des tubes à son actif et des Grammy Awards. Mais le succès s'accompagnait d'un problème de taille. Smith dépensait son argent plus vite qu'il ne le gagnait, achetant voitures, bijoux, maisons, menant une vie de star sans se soucier des impôts. En 1989, le fisc américain IRS a commencé à le réclamer. Il devait environ 3 millions de dollars d'arriérés d'impôts et l'État prélevait tout. Ils ont saisi ses droits d'auteur musicaux, confisqué ses biens et l'ont laissé pratiquement sans le sou malgré sa célébrité. Smith était désespéré, terrifié par la faillite et ne savait pas comment s'en sortir. Puis, lors d'une soirée, il a rencontré Quincy Jones, le producteur de musique légendaire. Ils ont discuté de la situation de Smith et Jones y a vu une opportunité. NBC développait une sitcom sur un jeune débrouillard qui emménage chez de riches parents à Bear. Jones pensait que Smith serait parfait. Il avait le charisme et l'humour naturel requis pour le rôle. Smith n'avait jamais joué la comédie, n'avait aucune formation, aucune expérience en dehors des clips musicaux. Mais Jones a convaincu NBC de tenter le coup, arguant que l'authenticité de Smith ferait le succès de la série. NBC accepta et proposa à Smith le rôle assorti d'un salaire qui lui permettrait de s'en sortir financièrement. Il accepta immédiatement, non par désir de devenir acteur, mais par besoin d'argent. Le fisc américain préleva 70% de son salaire pour le Prince de Bel-Air pendant les premières années, directement pour régler ses impôts. Smith admet plus tard avoir accepté le rôle par désespoir financier, car devenir acteur n'avait jamais été son rêve. C'était sa seule option. La série a failli être annulée après la première saison en raison de faibles audiences. Le Prince de Bel-Air a été lancé en septembre 1990, suscitant l'espoir que NBC tienne enfin une sitcom urbaine à succès. Mais les audiences furent décevantes dès le départ. La chaîne l'avait programmé à 1 heure de grande écoute, noyée sous une concurrence bien établie et sans promotion notable. Le pilote s'en sortit plutôt bien, mais l'audience chuta régulièrement tout au long des 13 premiers épisodes. Les dirigeants de NBC se réunirent pour envisager son annulation, ajoutant ainsi de nouvelles copies à la liste des échecs de programme et de la diversification de la programmation. L'émission, mal classée par rapport aux autres comédies de NBC, ne suscitait aucun engouement et semblait vouée à une annulation rapide. Les études de la chaîne ont révélé que la plupart des téléspectateurs ignoraient son existence, n'avaient vu aucune bande-annonce et ne connaissaient pas sa date de diffusion. Mais ensuite, quelqu'un s'est penché sur les données démographiques. Malgré des chiffres globaux faibles, l'émission cartonnait auprès des 12-34 ans, notamment auprès du public noir, longtemps négligé par la télévision traditionnelle. Les jeunes la découvraient, en parlaient à leurs amis et prenaient rendez-vous pour la regarder. NBC était face à un dilemme. Annuler une émission aux audiences globalement faibles ou investir dans une autre qui trouvait un écho auprès du jeune public qu'elle convoitait. Un problème pratique se posait également, elle n'avait rien de prêt pour la remplacer. Aucune autre série ne pouvait remplacer le programme. Ils l'ont donc renouvelé à contre-cœur. Lui ont offert une meilleure case horaire et ont légèrement augmenté la promotion. Dès la 2e saison, le bouche à oreille a fait son effet. Les audiences ont progressé de manière significative. À la 3e saison, Le Prince de Bel-Air était un véritable succès, mais la série a failli être annulée, sauvée uniquement par la démographie et le manque d'alternatives de la chaîne NBC. La querelle entre Janet Hubert et Will Smith a commencé dès la première saison. La version officielle est que Janet Hubert a quitté Le Prince de Bel-Air après 3 saisons en raison de divergences artistiques, un terme hollywoodien vague qui ne veut rien dire. La vérité, c'est que Hubert et Will Smith se sont détestés presque immédiatement, et leur querelle a rendu l'ambiance sur le plateau toxique. Cela a commencé dès la première saison par de petits conflits.
Smith était jeune, 21 ans, soudainement célèbre et avec une expérience d'acteur minimale. Il arrivait en retard, oubliait son texte, plaisantait pendant les scènes sérieuses, se comportant comme un gamin qui ne prenait pas son travail au sérieux. Hubert était une actrice de formation, avait joué à Broadway et prenait son métier très au sérieux. Elle a vu Smith bénéficier d'un traitement de faveur parce qu'il était la vedette, les producteurs excusaient son manque de professionnalisme et la qualité du spectacle pâtir de son immaturité. Elle a alors commencé à le reprendre publiquement sur le plateau, critiquant son éthique de travail et exigeant qu'il respecte le processus créatif. Smith se sentait attaqué, pensait qu'elle était jalouse de sa notoriété et disait qu'elle était difficile et amère. Le conflit s'est envenimé au cours des saisons 2 et 3. Dès la saison 3, il ne s'adressait plus la parole, sauf devant les caméras. Hubert récitait ses répliques à Smith avec un mépris manifeste. Entre les prises, Smith se moquait d'elle, imitait ses plaintes et montait le reste de l'équipe contre elle. L'équipe s'est divisée, la plupart des gens prenant le parti de Smith car il était la vedette et ils voulaient conserver leur emploi. Hubert se sentait isolé, harcelé et poussé vers la sortie. À la fin de la 3e saison, son contrat n'a même pas été renouvelé par NBC. La chaîne voulait se débarrasser d'elle, et cette querelle leur en a fourni le prétexte. Hubert n'est pas parti. Elle a été licenciée et mise sur liste noire. Alonso Rivero a chorégraphié la danse de Carlton en s'inspirant d'hommes blancs. Cette danse est devenue l'un des moments les plus emblématiques de la télévision. Un gag récurrent, caractéristique des personnages d'Alfonso Rivero, est devenu un véritable phénomène culturel. Pourtant, elle n'était pas prévue au scénario, ne figurait dans aucun synopsis et n'a pas été créée par les scénaristes. Roberto a inventé cette chorégraphie lui-même lors de la première saison, lorsqu'un scénario prévoyait que Carlton danse à une fête. Le réalisateur s'est contenté de dire que Carlton dansait maladroitement, laissant le soin à Roberto de s'occuper des détails. Il a alors décidé de créer quelque chose qui, par le seul mouvement, permettrait de définir le côté BCBG et distant de Carlton. Roberto s'est inspiré de personnes réelles qu'il avait observées pour créer cette danse. Ayant grandi dans le milieu du spectacle et fréquenté des écoles privées, il avait connu des enfants blancs fortunés qui dansaient avec un enthousiasme maladroit et particulier. Ils n'avaient aucun sens du rythme, mais une confiance en eux démesurée, se mouvant comme s'ils s'amusaient comme des fous, tandis que tous les autres grimaçaient. Il combina ses observations avec la danse de Courtney Cox dans le clip Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, en y ajoutant les mouvements de bras et les hochements de tête qui l'avaient rendu célèbre. Le résultat fut le mouvement de signature de Carlton, une représentation physique parfaite de l'insouciance des privilégiés. La première fois que Rivero l'exécuta sur le plateau, le public du studio explosa de joie. Les acteurs ont éclaté de rire. Les producteurs ont immédiatement compris qu'ils avaient trouvé une perle rare. Ils ont commencé à intégrer la danse dans de nombreux épisodes, la faisant exécuter par Carlton à la moindre occasion. Elle est devenue si populaire que Rivero ne pouvait plus faire un pas sans qu'on lui demande de la reproduire. Des décennies plus tard, la danse de Carlton est toujours citée, parodiée et célébrée. Rivero l'a créée en un après-midi en s'inspirant de types blancs maladroits et c'est devenu son héritage. Will Smith était incapable de pleurer sur commande pour l'épisode avec son père. Papa a une toute nouvelle excuse est considéré comme l'épisode le plus poignant de la série. Le père de Will, Lou, réapparaît après 14 ans, promet d'être présent, puis l'abandonne à nouveau. La scène où Will s'effondre et demande à son oncle Phil « Pourquoi il ne veut pas de moi ?» est devenu culte, enseigné dans les cours d'art dramatique et constamment cité. Mais obtenir cette performance de Will Smith était quasiment impossible. Smith n'avait jamais joué de rôle dramatique intense. Il ne savait pas comment atteindre une telle profondeur émotionnelle. Il était incapable de pleurer sur commande. Ils ont filmé la scène à maintes reprises. Et Smith n'arrivait pas à verser de larmes. Il était ému. Sa voix se brisait. Mais il ne parvenait pas à craquer. La réalisatrice Shelley Jensen interrompit le tournage et prit James Avery à part. Avery emmena Smith dans sa loge et lui parla de l'abandon véritable, des enfants qui grandissent sans père, de la douleur réelle que Will était censé exprimer. Il partagea des anecdotes personnelles, aidant Smith à se connecter à quelque chose d'authentique, au-delà du scénario. Lorsque le tournage a repris, Smith a puisé dans tout ce qu'Avery lui avait confié. Les larmes ont coulé. Authentique et incontrôlable. Il s'est effondré, et l'étreinte spontanée d'Avery à la fin était un réconfort sincère. Non-faint, la scène a été tournée en une seule prise car Smith était épuisé émotionnellement et ne pouvait plus la refaire. Les spectateurs n'en avaient aucune idée.
Il voyait un jeune acteur pousser à ses limites, soutenu par un mentor qui comprenait ses besoins. Cette scène a changé la carrière de Smith, prouvant son talent dramatique et lui ouvrant les portes de rôles importants au cinéma. Et cela s'est produit parce qu'il n'aurait pas pu y arriver seul. Le décor du salon était en fait un recyclage de décors de la série Silver Spoons. Qui a éteint la lumière? Où est tout le monde? Rire. La demeure de la famille de la banque paraissait luxueuse avec son grand escalier, ses meubles somptueux et son agencement spacieux. Mais NBC disposait d'un budget serré et a trouvé une solution économique. Le décor du salon était en réalité un recyclage de décors de Silver Spoons, la sitcom des années 80 qui racontait l'histoire d'un enfant riche vivant dans un manoir. Lorsque la série s'est arrêtée en 1987, NBC a entreposé le décor. 3 ans plus tard, les producteurs du Prince de Bel-Air avaient besoin d'un intérieur de manoir et ont découvert que le décor de Silver Spoon existait toujours. Les décorateurs l'ont réaménagé, ont changé les couleurs, déplacé quelques meubles et légèrement modifié l'agencement, mais la structure de base était restée la même. L'escalier emblématique où Carlton dansait, le salon où se déroulaient les scènes familiales, la structure générale, tout cela était inspiré de Silver Spoons. Les fans des 2 séries ont commencé à remarquer des similitudes et à en parler sur les premiers forums Internet. Certains y ont vu un hommage, d'autres une preuve de paresse. La vérité était simplement financière. Construire un nouveau décor de manoir de A à Z aurait coûté des centaines de milliers de dollars. NBC ne voulait pas dépenser autant. Le recyclage ne se limitait pas au salon. De nombreux éléments du manoir, tout au long de la série, provenaient d'autres émissions annulées de NBC. La chaîne disposait d'un stock de décors qu'elle réutilisait autant que possible, en les modifiant légèrement pour que les téléspectateurs occasionnels ne s'en aperçoivent pas. Le Prince de Bel-Air a profité de cette frugalité, obtenant un décor somptueux à moindre coût. Mais cela signifiait aussi que la famille Banks vivait dans une maison occupée des années auparavant par le personnage de Ricky Schroeder. Parfois, le luxe n'est qu'une forme de recyclage astucieux. DJ Jazzy. Jeff ne devait apparaître que dans un seul épisode. Jazz n'était pas prévu dans le plan original de la série. Les scénarios de la première saison ne prévoyaient pas de personnage d'amis récurrent pour Will. Mais les producteurs se sont rendus compte, pendant le tournage, que Will avait besoin d'une personne extérieure à la famille avec qui interagir. Quelqu'un qui représentait ses racines philadelphiennes et qui détonnait à Bear. Ils ont donc écrit un épisode où Jazz, l'ami de Will, débarque de Philadelphie, sème la pagaille et se fait mettre à la porte du manoir. Le rôle fut proposé à Jeff Towns, le DJ et partenaire de Will Smith dans la vie, par amitié et pour gagner facilement un peu d'argent en une journée. Jeff accepta à contre-cœur. Il n'était pas acteur, se sentait mal à l'aise dans un registre comique et n'accepta que parce que Smith le lui avait demandé. Mais à la diffusion de l'épisode, le public adorait le Jazz. La complicité entre Will et Jeff paraissait authentique car leur amitié sincère transparaissait à l'écran. La scène comique où Jeff se fait mettre à la porte par son oncle Phil a fait mouche. Les dirigeants de la chaîne ont immédiatement voulu le retour de Jazz et l'ont donc fait revenir pour un épisode, puis un autre, créant ainsi le gag récurrent de Jazz mis à la porte à répétition. Jeff est devenu un personnage récurrent, malgré son absence d'ambition d'acteur et le fait qu'il poursuive sa carrière musicale. Il arrivait en avion quand c'était nécessaire, tournait ses scènes rapidement et repartait. La production s'adaptait à son emploi du temps, car le public réclamait toujours plus de Jazz. Pendant 6 saisons, Jeff est apparu dans des dizaines d'épisodes, est devenu un élément incontournable de la série et a perçu un revenu régulier pour un travail qui ne devait initialement durer qu'une journée. Parfois, les meilleurs personnages récurrents sont ceux que personne n'avait prévu de garder. Will Smith était au bord de la faillite lorsqu'il a décroché le rôle. En 1990, il était activement poursuivi par ses créanciers et le fisc. Ses voitures avaient été saisies, ses comptes bancaires gelés et ses biens immobiliers grevés d'hypothèques. Smith était célèbre, mais sans le sou, incapable de subvenir à ses besoins essentiels car chaque dollar gagné allait directement au trésor public. Il ne pouvait obtenir de prêts, sa solvabilité étant ruinée. Il vivait chez des amis, empruntait de l'argent pour se nourrir et voyait sa carrière musicale s'effondrer sous le poids des dettes contractées par ignorance et excès. Son salaire pour le Prince de Bel-Air était conséquent, environ $100 par épisode dès la 2e saison. Mais Smith n'en voyait pas la majeure partie. Le fisc avait conclu un accord prévoyant la saisie automatique de 70% de ses revenus. À chaque paye, l'État prélevait sa part en premier, ne laissant à Smith que 30%.
Il gagnait plus que la plupart des Américains, mais vivait comme s'il était fauché à cause d'erreurs commises avant d'en comprendre les conséquences. Ce désespoir financier a influencé sa façon d'aborder l'émission. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Il ne pouvait pas se permettre d'être renvoyé pour mauvaise conduite ou performance insuffisante. La menace de la faillite le poussait à travailler dur, à être présent et à s'améliorer. Ses collègues ignoraient l'ampleur de ses difficultés financières. Ils voyaient une jeune star s'enrichir sans se rendre compte que l'État en prélevait la majeure partie. Smith a déclaré plus tard que ses premières années avaient été financièrement terrifiantes et que chaque renouvellement de saison le sauvait littéralement de la ruine. Le rôle qui l'a rendu célèbre n'était au départ qu'un moyen de survie. Les acteurs détestaient les rires enregistrés et se sont battus pour les supprimer. La série Le Prince de Bel-Air était tournée chaque semaine devant un public en studio. De vraies personnes regardaient, riaient de bon cœur et réagissaient authentiquement aux performances. Mais NBC n'était pas satisfaite de ces réactions naturelles. Les ingénieurs du son de la chaîne ajoutaient des rires enregistrés en post-production, superposant des rires artificiels aux rires du public ou les remplaçant complètement. Parfois, ils utilisaient des rires enregistrés d'autres spectacles, recyclant des réactions pour rendre les blagues plus drôles qu'en direct. La troupe était furieuse de cette pratique. Ils estimaient qu'elle dévalorisait le spectacle, le rendait moins authentique et nuisait à leur jeu. James Avery, en particulier, s'est montré très virulent, affirmant que l'ajout de faux rires insultait à la fois les acteurs et le public. Si une blague ne faisait pas rire le public, c'est peut-être qu'elle n'était pas drôle et qu'il ne fallait pas la forcer. Tatiana Ali s'est plainte que des rires inappropriés étaient ajoutés à ses scènes dramatiques, gâchant ainsi les moments d'émotion. Alonso Ribeiro a déclaré que ces artifices donnaient à l'émission un aspect vieillot, comme de vieilles sitcoms, au lieu de la moderniser. Ils se sont plaints à plusieurs reprises auprès des producteurs, demandant à NBC de faire confiance aux réactions spontanées du public. La chaîne a refusé, s'appuyant sur des études montrant que les téléspectateurs s'attendaient à des rires enregistrés et que le silence les mettait mal à l'aise, même lorsque cela était justifié par la scène. Les acteurs ont fini par se résigner, acceptant que NBC fasse ce qu'elle voulait en post-production. Mais le ressentiment a persisté. Des années plus tard, les acteurs se plaignent encore des rires enregistrés dans les interviews, regrettant que la série n'ait pas eu le courage de privilégier les réactions authentiques aux rires artificiels. La relation entre James Avery et Will Smith était véritablement conflictuelle, comme celle d'un père et de son fils. L'oncle Phil ne se contentait pas d'incarner une figure paternelle à l'écran. James Avery endossait véritablement ce rôle auprès de Will Smith en dehors des plateaux. Et comme dans toute relation père-fils, cela impliquait des conflits et une discipline. Avery constatait l'immaturité de Smith, sa tendance à prendre la série pour un jeu et son manque de respect pour le métier d'acteur. Il se sentait responsable d'inculquer à Smith le professionnalisme, de le pousser à se surpasser, de l'empêcher de gâcher son potentiel. Cela se traduisait par de véritables confrontations. Avery prenait Smith à part entre les scènes, le sermonnait sur ses retards, critiquait son manque de préparation et exigeait qu'il prenne son travail au sérieux. Au départ, Smith s'en offusqua, trouvant Avery dur et ne comprenant pas pourquoi tout le monde ne pouvait pas simplement s'amuser. Mais Avery insista, expliquant que Smith était la vedette, que son comportement donnait le ton à tous et qu'il devait à l'équipe de donner le meilleur de lui-même. Il racontait à Smith des histoires d'acteurs en difficulté qui avaient gâché leur chance par immaturité, le mettant en garde contre le risque de devenir un autre exemple à ne pas suivre. Peu à peu, Smith a commencé à écouter. Il est devenu ponctuel, a étudié ses textes et a respecté le processus. Lors des scènes émotionnelles, Avery le guidait, lui apprenant à exprimer des sentiments authentiques. Leur relation est devenue véritablement paternelle, avec tout l'amour et les frustrations que cela implique. À la mort d'Avery, en 2013, Smith fut anéanti, affirmant qu'Avery avait été pour lui plus qu'un père, à l'exception de son propre père. La dynamique entre l'oncle Phil et son personnage fonctionnait à l'écran car elle était authentique dans la vie. Tatiana Ali faisait du playback dans les épisodes musicaux. Enfin, je vous l'avais dit, je n'en pouvais plus d'attendre. Quand Ashley Banks chantait dans Le Prince de Bel-Air, le public pensait que Tatiana Ali chantait en direct sur le plateau. Ce n'était pas le cas. Chaque prestation musicale était préenregistrée dans un studio professionnel plusieurs semaines avant le tournage. Ali interprétait les chansons avec soin, bénéficiant d'une production complète, d'ingénieurs du son et de multiples prises pour obtenir des versions parfaites. Puis, lors du tournage de l'épisode, elle faisait du playback sur sa propre voix préenregistrée, comme si elle chantait en direct devant le public.
Le procédé était plus économique et plus efficace que l'enregistrement en direct sur le plateau. Chanteur en direct nécessitait du matériel audio coûteux, la présence d'ingénieurs du son pendant le tournage et de multiples prises lorsque les performances n'étaient pas parfaites. Le préenregistrement éliminait les variables, garantissait une qualité constante et permettait aux producteurs d'utiliser des voix de qualité studio dans les épisodes, sans les contraintes techniques du direct. Mais cela a créé une situation étrange. Le public en studio voyait Ali faire du playback, sans entendre sa vraie voix, seulement la bande-son diffusée par les haut-parleurs. Ali a admis plus tard avoir trouvé cela gênant et quelque peu malhonnête. Chanteuse de formation, elle pouvait chanter en direct sans problème et souhaitait que le public entende sa vraie voix. Mais la production a refusé de céder, invoquant des raisons budgétaires et d'efficacité. Le compromis fut qu'Oli contrôlait ses enregistrements en studio et pouvait faire autant de prises que nécessaire pour être satisfaite du résultat final. Mais sur le plateau, elle simulait le chant plutôt que de chanter réellement. Les téléspectateurs entendaient sa vraie voix et pensaient qu'il s'agissait d'un enregistrement en direct. Seul le public présent en studio savait qu'il assistait à des performances en playback élaborées. Parfois, le chant à la télévision relève davantage de l'illusion que de la performance elle-même. L'extérieur de la demeure est celui d'une véritable maison d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. La maison de la famille Banks, que l'on voit dans les plans d'ouverture de chaque épisode, n'est ni une façade de studio ni un décor peint. C'est une vraie maison située au 251 North Bristol Avenue, dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Lorsque les repéreurs de production cherchaient de la façade idéale, ils ont découvert cette propriété de 930 mètres carrés qui incarnait parfaitement la richesse et le statut social que la famille Banks était censée posséder. Les propriétaires ont accepté de louer l'extérieur de leur maison pour le tournage, empochant ainsi des sommes considérables pendant 6 saisons grâce à NBC qui utilisait leur maison et les plans d'ensemble. L'accord était simple. La production filmait l'extérieur de la maison depuis la rue, sans jamais pénétrer à l'intérieur ni perturber la vie des propriétaires, hormis lors de quelques jours de tournage. Ces derniers ont ainsi empoché des dizaines de milliers de dollars sans rien faire d'autre que d'autoriser les caméras à filmer leur maison. Après le succès de la série, la maison est devenue une attraction touristique. Les fans passaient en voiture, prenaient des photos et rejouaient le générique devant les grilles. Les propriétaires ont d'abord toléré la situation, mais ont fini par être exaspérés par le va-et-vient incessant et les intrusions. Depuis la fin de la série, la maison a été vendue à plusieurs reprises, chaque vente mettant en avant son histoire télévisuelle comme argument de vente. Les annonces immobilières la décrivent comme la maison du prince de Bel-Air, ce qui lui confère une valeur intrinsèque grâce à sa notoriété. Des estimations récentes évaluent sa valeur à plus de 25 millions de dollars, en partie grâce à sa célébrité télévisuelle. Les propriétaires actuels acceptent que vivre là-bas implique de recevoir occasionnellement des fans, un prix à payer pour posséder un morceau d'histoire de la télévision. Parfois, le fait de passer à la télévision rend votre vie privée très publique. Will Smith adorait jouer dans Le Prince de Bel-Air car il avait du mal à mémoriser les textes. Ses premières prestations dans Le Prince de Bel-Air ont une particularité si on les observe attentivement. Ses lèvres bougent légèrement pendant les dialogues des autres acteurs. Il marque des pauses étranges avant de répondre, et parfois son regard n'est pas tout à fait fixé sur son interlocuteur. La raison est embarrassante. Smith avait du mal à mémoriser correctement ses textes. Il les étudiait de manière obsessionnelle, les répétant sans cesse. Mais ce faisant, il mémorisait aussi les répliques de tous les autres acteurs. Pendant le tournage, il récitait mentalement toute la scène, y compris les dialogues des autres acteurs. Regardez attentivement les premiers épisodes de la saison. Quand un autre acteur parle, on peut parfois voir les lèvres de Smith bouger comme s'il répétait mentalement ses paroles. Il ne s'agit pas d'une moquerie ou d'un manque de respect. Il a littéralement mémorisé tout le texte et ne parvient pas à se défaire de cette récitation mentale. Les réalisateurs l'ont immédiatement remarqué et lui ont demandé d'arrêter, mais Smith n'a pas réussi à se défaire de cette habitude. Son cerveau rejouait toute la scène simultanément à son jeu. Il paraissait distrait, déconcentré, absent. James Avery l'a aidé à corriger ce problème. Lui apprenant à écouter plutôt qu'à réciter, à réagir à ce qui était réellement dit plutôt qu'à ce qu'il avait mémorisé. Progressivement, Smith a appris à ne mémoriser que ses répliques, à être pleinement présent dans les scènes, à réagir naturellement. Dès la saison 3, le jeu avec les lèvres était quasiment terminé. Mais ses premiers épisodes témoignent de son apprentissage, montrant une rappeur devenue acteur qui ne maîtrisait pas encore l'art de mémoriser un texte.
Parfois, le passage d'amateur à professionnel est perceptible à l'écran, pour peu qu'on sache le regarder. La série était inspirée de la vie réelle de Benny Medina. Le Prince de Bel-Air n'était pas une pure fiction. Elle s'inspirait de l'histoire vraie du producteur Benny Medina. Medina a grandi dans la pauvreté à East Los Angeles. Élevé par sa mère célibataire dans des quartiers difficiles, il luttait quotidiennement pour survivre. Adolescent, les hasards de la conduite à être recueilli par Jack Elliott, un riche compositeur de musique de télévision blanc. Du jour au lendemain, Medina vivait à Beverly Hills, fréquentait des écoles prestigieuses et était entouré d'une richesse et de privilèges qu'il n'avait jamais connus. Le choc culturel fut profond. Medina évoluait entre deux mondes radicalement différents. Son ancien quartier où la pauvreté et la violence étaient monnaie courante, et sa nouvelle vie où les enfants se plaignaient de la BMW que leurs parents leur avaient offerte. Il se sentait étranger dans les deux endroits. 2 rues pour Beverly Hills, et Beverly Hills pour les rues. Des années plus tard, alors qu'il travaillait comme producteur de musique, Medina proposa d'adapter son histoire en série télévisée. Le concept était simple. Un enfant pauvre d'un quartier difficile est recueilli par une famille aisée. Le choc des cultures donne lieu à des situations comiques. NBC adore l'idée, mais y apporta un changement important. La famille aisée serait noire au lieu d'être blanche. Les dirigeants de la chaîne craignaient que les dynamiques raciales ne soient trop controversées si la famille était blanche. Medina a donc adapté la série, conservant le conflit de classe tout en supprimant la dimension raciale. C'est ainsi qu'est né le Prince de Bel-Air, l'histoire de sa vie. Les origines ethniques ayant été modifiées, il a assumé le rôle de producteur exécutif, veillant à ce que la série conserve son authenticité et reflète la véritable expérience de ces deux mondes. Parfois, les meilleures histoires sont celles que l'on vit seul. NBC a voulu se séparer de Janet Hubert à plusieurs reprises avant son départ. Vous savez, Mademoiselle Banks, depuis votre accouchement, vous avez changé. En réalité, NBC cherchait à la licencier depuis la saison 2. Les plaintes concernant le comportement d'Hubert provenaient de sources diverses. Les acteurs la décrivaient comme difficile, lunatique et créant une ambiance hostile. Les membres de l'équipe technique rapportaient qu'elle leur criait dessus pour des erreurs mineures, rejetait la faute sur les autres lorsque les scènes ne fonctionnaient pas et, de manière générale, rendait le tournage pénible. Les réalisateurs la trouvaient difficile à gérer, elle refusait d'obéir aux directives et ne voulait faire aucun compromis. Les dirigeants de NBC recevaient régulièrement des rapports sur les problèmes rencontrés avec Hubert. Ils souhaitaient la licencier après la 2e saison, mais craignaient les conséquences négatives que pourrait avoir le remplacement d'un membre important de la distribution, surtout d'une femme noire dans une série qui met en scène une famille noire. Ils craignaient les réactions négatives des médias, les accusations de racisme ou d'asexisme, et que cela ne perturbe l'harmonie de l'équipe. Ils l'ont donc toléré une saison de plus, espérant qu'elle s'améliorerait ou deviendrait plus facile à gérer. Ce ne fut pas le cas. À la fin de la saison 3, NBC était déterminé à tourner la page. Lorsque le contrat d'Hubert a expiré, ils ne l'ont tout simplement pas renouvelé. Aucune négociation, aucune tentative pour la retenir, une rupture brutale. Hubert a affirmé qu'elle avait été poussée vers la sortie en raison de conflits avec Will Smith. La chaîne a déclaré que c'était une question purement contractuelle. La vérité se situe entre les deux. Ces conflits avec Smith étaient réels, mais des problèmes plus généraux liés à son comportement ont également poussé tout le monde à souhaiter son départ. Elle n'a pas été licenciée pour une raison quelconque. Elle a été licenciée pour avoir accumulé trop de plaintes pendant 3 ans. Carlton était inspiré d'un jeune noir BCBG. Alonzo Rivero connaissait d'ailleurs Carlton. Banks aurait pu être un stéréotype raciste. Le jeune noir intello qui se prend pour un blanc, fin de Tom Jones et sans aucun lien avec la culture noire. Mais Alfonso Rivero lui a donné de la profondeur et de l'empathie car il s'est inspiré d'une personne réelle. Au lycée, Rivero connaissait un étudiant noir issu d'une famille aisée qui adorait sincèrement la culture BCBJ, écoutait de la pop blanche, s'habillait comme s'il sortait d'un catalogue de club de golf et ne s'en excusait jamais. Les autres étudiants noirs se moquaient de lui, le traitaient de vendu et disaient qu'il trahissait sa culture. Mais Rivero voyait les choses autrement. Ce garçon ne prétendait pas être blanc ni ne rejetait la culture noire. Il était simplement lui-même, élevé dans le privilège, et appréciait sincèrement des choses considérées comme blanches. Il était constamment critiqué des deux côtés. Les Blancs pensaient qu'il cherchait trop à s'intégrer. Les Noirs, eux, le voyaient comme un traître.
Il ne pouvait pas gagner. Ribeiro s'en souvint en créant Carlton, conscient que les enfants noirs aisés ayant grandi dans des milieux majoritairement blancs n'étaient pas des stéréotypes. C'étaient des personnes réelles confrontées à des problématiques identitaires complexes. Carlton n'était donc pas une caricature de la culture noire. C'était un personnage complexe, défendant son droit d'aimer ce qu'il aimait. Il luttait contre le fait d'être jugé insuffisamment noir et de ne pas être pleinement accepté par ses pairs blancs. Ribeiro l'a interprété avec dignité malgré les situations comiques. La danse de Carlton était drôle, mais Carlton lui-même n'était jamais la cible des moqueries. C'était un être humain. Et cette authenticité venait du fait que Ribeiro se souvenait d'une personne réelle ayant vécu exactement la même chose. L'agencement de la salle de billard a complètement changé d'une saison à l'autre. L'intérieur du manoir de la banque relevait de la pure fiction, sans aucune cohérence architecturale. Des pièces apparaissaient et disparaissaient. L'agencement changeait radicalement d'une saison à l'autre. Et certains espaces existaient à des endroits impossibles à intégrer d'après les plans extérieurs. La salle de billard en était l'exemple le plus flagrant. Dans la saison, on y accédait par une porte et son agencement était bien précis. Dès la saison 3, elle avait été déplacée dans une autre partie de la maison, avec une configuration différente. La saison 5 l'a encore déplacée. Les décorateurs ne semblaient se soucier ni de la continuité ni de la fidélité architecturale. Ils construisaient les décors en fonction des besoins de chaque épisode et non de l'emplacement logique des pièces. Si le scénario exigeait une salle de billard plus grande, ils l'agrandissaient sans explication. Ça, pour une scène, la cuisine devait être plus proche du salon, ils la déplaçaient tout simplement. L'intérieur du manoir était essentiellement modulaire, constamment réaménagé pour servir les besoins de l'histoire. Les membres de l'équipe plaisantaient en disant que la famille Banks vivait dans une maison magique où les pièces se téléportaient. Les fans ont commencé à remarquer ces incohérences, surtout lorsque la série a été rediffusée et qu'il était possible de regarder plusieurs épisodes d'affilée. Les forums en ligne, à l'aube d'Internet, regorgeaient de personnes cartographiant la géographie impossible du manoir et créant des schémas montrant comment les pièces ne pouvaient pas être reliées comme elles apparaissaient à l'écran. Certains ont trouvé cela bâclé. D'autres ont apprécié que la série privilégie la narration à une exactitude architecturale ennuyeuse. Le manoir fonctionnait sur le plan émotionnel, même s'il laissait à désirer sur le plan spatial. Parfois, les maisons féeriques sont plus réussies que les constructions logiques. Will Smith a gâché des prises émouvantes en riant pendant des scènes sérieuses. Son immaturité durant les premières saisons ne se limitait pas à des retards ou à des erreurs dans la mémorisation des textes. Il avait un réel problème avec les scènes dramatiques. Lorsque les épisodes abordaient des sujets dramatiques, racisme, violence, traumatisms familiaux, Smith perdait son sang-froid et se mettait à rire. Non pas qu'il trouvât la situation drôle, mais parce qu'il ne supportait pas l'intensité émotionnelle. Le rire était son mécanisme de défense, sa façon d'échapper au malaise. Les réalisateurs criaient « Action !» pour une scène difficile, et Smith tenait à peine la moitié avant de craquer. Cela gâchait constamment les prises, entraînant un gaspillage de temps et d'argent, tandis que Smith riait aux éclats pendant des scènes que les autres acteurs prenaient au sérieux. James Avery était particulièrement frustré, lui qui avait consacré toute sa carrière à des rôles dramatiques sérieux, et ne comprenait pas pourquoi Smith traitait des scènes importantes comme des plaisanteries. Après plusieurs prises ratées d'un épisode sur la violence armée, Avery prit Smith à part et le sermonna sur le respect du travail, sur le fait de comprendre que des millions de téléspectateurs étaient confrontés à ces problèmes dans la vraie vie et que les tourner en dérision était une erreur. Irrespectueux. Smith tenta d'expliquer que ce n'était pas intentionnel, qu'il ne se moquait pas du texte, mais qu'il ne parvenait tout simplement pas à maîtriser son rire nerveux. Avery travailla avec lui sur des techniques, lui apprenant à canaliser son malaise dans son jeu plutôt que de le laisser s'échapper. Progressivement, Smith apprit à aborder des sujets dramatiques sans rire. Mais dans les premières saisons, on voit plusieurs prises où il lutte pour garder son sérieux, sa bouche tremblante, ses yeux trahissant qu'il est au bord des larmes. Grandir en tant qu'acteur, c'était aussi apprendre à ne pas rire. Daphne Maxwell. Reed a été embauchée parce qu'elle n'avait jamais regardé l'émission. Vous savez, Mademoiselle Banks, depuis que vous avez eu ce bébé, vous avez changé. Lorsque Janet Hubert a quitté la série et que NBC cherchait une nouvelle tante vive, les producteurs ont dû relever un défi. Il leur fallait quelqu'un qui ne tenterait pas d'imiter le jeu de Hubert, mais qui proposerait une interprétation totalement différente du personnage. Ils ont donc imposé un critère de casting inhabituel.
des actrices n'ayant jamais regardé Le Prince de Bel-Air et n'ayant aucune idée préconçue de ce que devait être Tante Vive. La plupart des actrices auditionnées ont admis avoir vu la série, étudié le jeu d'Hubert et avoir des idées pour poursuivre son interprétation. Daphne Maxwell Reid, quant à elle, s'est présentée en avouant n'avoir jamais regardé un seul épisode. Occupée par d'autres projets, elle n'appréciait pas les sitcoms, savait que la série existait, mais n'en connaissait pas le sujet au-delà du concept de base. Au départ, les producteurs étaient sceptiques, se demandant si son ignorance du rôle signifiait qu'elle ne s'y intéressait pas. Mais lors de l'audition, ils ont compris que son manque de connaissances était idéal. Reid ne cherchait pas à imiter la tante Vive de Janet Hubert. Elle créait sa propre version, de toutes pièces, à partir des seuls textes et descriptions des personnages. La tante Vive de Reid était plus chaleureuse, moins conflictuelle et plus maternelle que celle d'Hubert. Hubert interprétait Vive comme une femme sophistiquée et parfois froide, tandis que Reid la jouait comme une femme accessible et attentionnée. Les deux interprétations étaient si différentes que le public a d'abord eu du mal à s'y faire. Mais l'absence totale de référence de Reid à la version précédente a en réalité facilité la transition. Elle n'imitait ni n'évitait rien. Elle était simplement elle-même dans le rôle. Parfois, le meilleur remplaçant est celui qui ignore ce qu'il remplace. Le final a été précipité car NBC a annulé la série après 4 épisodes. Le Prince de Bel-Air devait se poursuivre au-delà de la saison 6. Les acteurs s'attendaient à un renouvellement. Des intrigues étaient déjà en préparation pour la saison 7. Et personne n'avait anticipé une fin aussi brutale. Puis NBC a pris sa décision. La série était toujours populaire, mais coûteuse. Les salaires des acteurs avaient considérablement augmenté en 6 ans et la chaîne souhaitait investir dans de nouveaux programmes. Ils ont donc annulé Le Prince de Bel-Air brutalement, informant les producteurs, alors qu'il ne restait que 4 épisodes à tourner, que la saison 6 serait la dernière. Paniques. Les producteurs n'avaient pas de fin digne de ce nom, ni de conclusion satisfaisante pour les personnages, et se retrouvaient au milieu d'intrigues secondaires décousues et sans issue. Ils se sont dépêchés de créer une sorte de fin avec un minimum de temps et de moyens. Le résultat est un épisode qui paraît inachevé, car il l'était littéralement. La famille Banks fait ses valises pour déménager. Chacun dit au revoir au manoir, mais il n'y a pas de véritable résolution émotionnelle. Aucun flash-forward ne montre ce que sont devenus les personnages. Aucune conclusion digne de ce nom pour les intrigues en cours, juste le départ de tous les personnages. Le dernier épisode a été diffusé et les fans étaient perplexes, tant il leur paraissait insatisfaisant. Où est la fin? Où est la scène d'adieu émouvante entre Will et son oncle Phil? Où est le dénouement du parcours de Will? Rien de tout cela n'existait, faute de temps pour l'écrire. La série, qui avait connu 6 saisons à succès, s'est terminée par un épisode final bâclé, faute d'avertissement de la part de NBC. Des années plus tard, les acteurs ont confié regretter de ne pas avoir été prévenus de la fin afin de pouvoir préparer des adieux dignes de ce nom. Au lieu de cela, Le Prince de Bel-Air s'est arrêté net. Anecdote amusante, dans une scène coupée, un loup-garou faisait une blague sur le sida. Dans la saison 2, lors d'un épisode consacré à la sexualité sans risque et à la responsabilité, une scène montrait Will faisant une blague désinvolte sur le sida à Carlton. Cette blague avait été écrite au plus fort de la crise du sida, alors que la maladie décimait les communautés, notamment les hommes homosexuels et les Afro-Américains. Les auteurs l'avaient conçu comme une comédie noire. Le personnage de Will, ignorant d'un problème grave, était corrigé par d'autres personnages. Mais lors du tournage devant le public, la réaction fut horrifiée. Silence. Personne ne rit. Le malaise était palpable. Certains spectateurs quittèrent la salle pendant la pause publicitaire. L'atmosphère en studio devint glaciale. Les producteurs, depuis la cabine, savaient qu'ils avaient commis une terrible erreur. En 1991, les sida n'étaient pas un sujet de plaisanterie. Des gens mouraient, Des familles étaient déchirées et en faire des blagues, même satiriques, était un franchissement de limites que le public ne pouvait accepter. Après l'enregistrement, une réunion d'urgence a été organisée pour décider de la marche à suivre. La décision a été unanime, couper la scène entière. Pas seulement modifier la blague, mais supprimer toute référence au sida de l'épisode. Une nouvelle scène, traitant de la sexualité sans risque en général et sans mentionner de maladies spécifiques, a été tournée. Les images originales ont été mises sous clé, jamais incluses dans les éditions DVD ni diffusées à la télévision. NBC a complètement étouffé l'affaire, faisant comme si cette version n'avait jamais existé. Les acteurs qui se souviennent du tournage ont déclaré que la blague paraissait acceptable sur le papier, tant qu'on pouvait expliquer le côté satirique.
Mais l'entendre prononcer devant un public confronté à la réalité des décès liés au sida a révélé à quel point elle était déplacée. Parfois, les sujets de société sont trop sensibles pour la comédie, aussi bien intentionnée soit-elle. Le Prince de Bel-Air, ce n'était pas qu'un déménagement à Berre. C'était aussi la faillite, les disputes et des performances qui auraient nécessité une véritable thérapie. Car parfois, même le Prince de Bel-Air cache de sombres secrets.